ailleurs, c'est un opposant connu et acharné à la théorie de l'évolution. Donc c'est dans ce contexte qu'il a déjà donné un exposé au CEP il y a un certain nombre d'années, et naturel de penser à lui pour traiter du sujet dont le titre apparaît aujourd'hui sur l'écran. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois utiliser un micro. Oui. Bon. La technique va se mettre en place et elle va apporter du progrès pour l'heure qui vient. Elle nous donne un mieux. En tout cas, un petit mieux pour l'exposer, pour votre audition. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Super. Bon. Alors, l'objet qui va nous intéresser durant les quelques minutes qui vont suivre, et je vais essayer de respecter mon temps de parole, va être « L'être humain deviendra-t-il prisonnier de son génome ?» On a déjà, en début de matinée, commencé à parler de génétique. On a parlé des bergers de Saint-Exupéry, et ces bergers qui gardaient les moutons, les 3 moutons, au cours de plusieurs générations, et c'est de la génétique, ils peuvent devenir myriades de myriades. C'est de la génétique. J'aimerais donc continuer dans cette pensée de la génétique, mais aussi sur la pensée et le fil conducteur qui nous a animés déjà depuis pas mal de temps sur cette question, mais l'homme finalement est arrivé aujourd'hui avec ce progrès technique à cette pensée, nous serons comme des dieux. Nous serons comme des dieux. Et je veux commencer mon exposé par citer 2 choses. La première, c'est un texte, un court passage du professeur Mattei, qui, lorsqu'il s'exprimait pour la Commission européenne sur le génome humain, disait, et à propos de la génétique, thème qui va nous intéresser ce matin, il disait la chose suivante: la génétique touche aussi l'humanité de l'homme dans sa dimension spirituelle. La plupart des questions qu'elle soulève concernent tout à la fois la vie et la mort, c'est-à-dire la finitude de l'être humain. Cherchant toujours à mieux savoir qui il est, d'où il vient, où il va, l'être humain possède le secret désir d'atteindre l'immortalité. Ça, c'est une première citation que je mettrai en introduction à mon exposé. Et une deuxième chose que j'aimerais citer, c'est un sondage que j'ai trouvé sur un site de partage d'informations scientifiques il y a quelques semaines, c'était en février, où finalement, quand on le regarde, c'est un sondage un peu particulier dans ce petit encadré, où il nous est demandé, en tant que scientifiques, de voter et de prendre position sur la question suivante. Lors d'une fécondation in vitro, nous en parlerons un petit peu plus tard, est-ce un impératif moral pour des parents de réaliser un test de détection d'anomalies génétiques avant l'implantation? Et donc tout cela tient bien sûr avec la question, mais l'homme, l'être humain, est-il aujourd'hui devenu prisonnier de son génome? Est-il aujourd'hui, grâce à la technique, à la connaissance que l'on a acquise au cours des dernières décennies, est-il devenu simplement de la matière que l'on peut disposer comme bon nous semble? Donc pour traiter du sujet ce matin, j'aimerais tout d'abord faire un petit rappel de connaissances et définitions, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, la génétique, c'est bien lointain. Vous en avez peut-être fait sur les bancs d'école il y a bien des années. Et bien depuis les années où vous avez peut-être étudié la génétique et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et donc j'aimerais faire un petit rappel et apporter quelques définitions. Donc remettre la connaissance à plat pour tout le monde, ça va nous faire une petite répétition. On va essayer d'aller rapidement sur le sujet, mais quand même. Ensuite, parler un petit peu de ce qu'est un génome. Mentionner aussi le projet de génome humain qui a eu lieu et auquel il y a eu pas mal d'annonces au cours des dernières années. Donc le projet de génome humain ou séquençage du génome humain qui a apporté pas mal de découvertes. Mais là où j'aimerais surtout passer du temps avec vous ce matin, c'est à décrire un peu les perspectives de toute cette connaissance accumulée au cours des 2 dernières décennies sur le génome humain, sur la génétique, les perspectives pour aujourd'hui, à très court terme, mais aussi peut-être à plus long terme. Et donc de conclure en tirant un petit peu la sonnette d'alarme à ce sujet. Alors commençons par quelques rappels et définitions.
Quelques rappels et définitions relativement simples. Il faut aborder les choses simplement. La génétique, c'est très simple. La génétique repose sur le fait que finalement nous sommes constitués en tant qu'êtres humains, et tout organisme vivant est constitué de façon similaire, nous sommes constitués de briques, de cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, à l'intérieur du noyau de chaque cellule, il y a une substance que l'on a appelée, nous les scientifiques, l'acide désoxyribonucléique, ou en abrégé l'ADN, et qui est une substance qui est commune, en tout cas similaire à tous les êtres vivants. Donc tout être vivant possède de cet ADN. On dirait un petit peu du coton, ou des choses comme ça. Voilà l'ADN rendu visible. Mais ce qui est de particulier, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ADN, ces fins filaments à l'intérieur d'une cellule, c'est de l'information codée. Et donc, grâce au fait qu'il y a de l'information codée sur la forme de fins filaments ou de lacets de chaussures, si vous voulez, eh bien, on a au niveau d'un individu, d'un être vivant, on a eu un stockage de l'information, que l'on verra tout à l'heure ce qu'il représente, mais un stockage de l'information qui est stable dans le temps, mais qui permet aussi une réplication très précise, et donc une photocopie de cette information de façon très rapide et de façon extrêmement pertinente, précise et fiable. Et donc, quand on regarde un petit peu plus en détail comment sont constitués ces lacets de chaussures à l'intérieur de nos cellules, eh bien, ils sont constitués en gros de 4 blocs, avec chacun une lettre génétique différente. Un petit peu comme vous en français, ou nous en français, on a, je dis vous parce que des fois je ne sais plus si je dois parler français, allemand, anglais, tellement par mes voyages on passe d'un pays à l'autre et puis on a du mal de passer d'une langue à l'autre. Mais bon, ce vocabulaire génétique, ou en tout cas cet alphabet génétique, est très simple puisqu'il n'y a que 4 lettres, comparé aux 26 lettres de l'alphabet. Et donc, on voit donc qu'avec 4 constituants, eh bien, ce brin d'ADN, ces filaments qui sont à l'intérieur des noyaux de nos cellules, eh bien, ce ne sont finalement qu'une suite de lettres, qu'il faut décoder, ou que l'on est appelé à décoder, à lire. Et c'est justement cela que l'on va appeler la séquence d'ADN. Séquence d'ADN, c'est finalement se mettre à prendre à l'intérieur d'une cellule ou de quelques cellules de votre corps, prendre l'ADN qui est à l'intérieur, et puis commencer à lire la séquence des lettres génétiques qui est sur ce long filament. En gros, vous avez à peu près 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules. Comme vous avez des milliards de cellules, vous pouvez vous imaginer la quantité d'ADN que vous avez en tout. Alors voilà quelques brefs rappels et très simples sur l'ADN, les lettres génétiques, etc. Alors le génome, qu'est-ce que le génome ? Eh bien le génome, ça n'est ni plus ni moins que l'ensemble du matériel génétique d'un individu. C'est souvent ce qu'on appelle le patrimoine héréditaire d'un individu, ce qui va aussi être transmis à sa descendance. Mais le génome, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il contient justement l'ensemble de ces lettres génétiques qui sont sur ces filaments d'ADN, mais qu'il contient toutes les instructions nécessaires au développement, au fonctionnement, au maintien de l'intégrité et à la reproduction des cellules de l'organisme. Donc une quantité d'informations absolument phénoménale, qu'on a du mal à s'imaginer, et que l'on compare souvent à une encyclopédie dont les différents volumes seraient les chromosomes. Et vous entendez parler dans les médias des chromosomes. Vous entendez aussi parler de gènes. Comment se représenter les gènes ? Eh bien, quand vous prenez une encyclopédie, vous avez des phrases. Eh bien, les gènes seraient des phrases. Ou je dis souvent, moi, que les gènes pourraient être des recettes de cuisine. Et vous auriez un grand livre de recettes de cuisine qui serait notre encyclopédie du vivant.
Alors ces phrases, justement, sont écrites avec un vocabulaire extrêmement simple, 4 lettres. Au niveau génétique, ces 4 lettres, on les assemble pour faire des mots de 3 lettres, toujours de 3 lettres, qui sont eux-mêmes assemblés, ces mots, donc dans des phrases qui seraient des gènes, qui peuvent être des phrases de plusieurs centaines de mots, voire de plusieurs milliers de mots. D'accord ? Donc pour aller un tout petit peu plus loin, le génome humain, donc vous avez votre génome. Votre génome contient en gros 3 milliards de lettres génétiques. 3 milliards de lettres génétiques. Donc à peu près 200 bottins téléphoniques de 1000 pages chacun. On continue parce qu'il faut qu'on avance, qu'on arrive au cœur de notre sujet de ce matin. Sur cet ADN, donc l'information, je vous ai parlé de gènes, de phrases qui veulent dire certaines choses, eh bien l'information est organisée justement sur cette molécule d'ADN en gènes. Et cette information va permettre à un moment donné de fabriquer des protéines. Donc un gène particulier va permettre, un gène 1 va permettre de fabriquer la protéine numéro 1. Gène 3, protéine numéro 3, etc., etc. Et donc ça peut être dans un cas, dans une cellule musculaire, par exemple, eh bien le gène qui code pour une myosine va permettre la fabrication de la myosine, une protéine mécanique qui permet la contraction musculaire. Ou ça peut être dans une autre cellule, la fabrication du collagène, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je citais un peu l'exemple de la recette de cuisine. Alors, ça, on a progressé déjà une étape, on a appris pas mal de choses. Il y a encore une chose essentielle à savoir, c'est que sur les lacets de chaussures à l'intérieur de vos cellules, il y a une caractéristique, c'est que les gènes, donc les recettes de cuisine, peuvent être à l'état de on ou off, allumé ou éteint. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça veut dire que dans certaines de vos cellules, vous avez certains gènes qui sont à l'état d'allumé, alors que d'autres sont à l'état d'éteint. Et heureusement, ça veut dire qu'une cellule musculaire a justement les gènes allumés, ceux qui doivent répondre à sa problématique, qui est d'être une cellule musculaire. La même chose pour les cellules nerveuses et pour d'autres cellules, du pancréas. Donc, et donc, bien sûr, si le gène est à l'état d'allumé, il y aura production de protéines. S'il est à l'état d'éteint, il n'y aura aucune production de protéines. D'accord ? Jusque-là, on est encore tous d'accord. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans toutes vos cellules, vous avez exactement la même information génétique. Vous avez le même encyclopédie du vivant, dans toutes vos cellules. Et ce qui va faire la différence entre une cellule musculaire, une cellule intestinale, une cellule nerveuse, c'est le fait, justement, que pour le cas de la cellule nerveuse, certains gènes vont être O, alors que dans une cellule musculaire, ces gènes seront off. Certains gènes seront allumés dans les deux types de cellules. D'accord ? Donc là, on a déjà bien progressé, on a posé à peu près toutes les bases de ce qu'il nous fallait ce matin. Ce qu'il faut encore savoir, c'est que vous êtes absolument unique. Votre génome est absolument unique. Il n'y en a pas deux pareils. Donc la séquence d'ADN de chaque individu est unique. Et donc si l'on compare la séquence d'ADN d'un individu A et d'un individu B, eh bien on aura, sur les 3 milliards de lettres génétiques qui constituent notre encyclopédie du vivant, on en aura à peu près 0,1% qui sera différent de votre voisin de droite ou de gauche. D'accord ? Mais unique. Unique. Alors, ce savoir, on l'a acquis petit à petit au cours des dernières décennies. Ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, mais on l'a acquis au cours des dernières décennies. Par exemple, la structure de l'ADN, ça a été découvert en 1953 par Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel. Mais ce qui a vraiment permis de mieux comprendre ce génome, cette encyclopédie du vivant qui est en nous, c'est clairement aussi le projet de génome humain, qui a commencé à être lancé dans les milieu des années 80, où finalement on s'est dit, mais ce qu'on aimerait faire en tant que scientifique, ou certains scientifiques de l'époque, c'est établir la séquence complète du génome humain.
C'est-à-dire sans savoir exactement, on avait une idée de la taille du génome humain, sans savoir le nombre de gènes qui composaient l'encyclopédie du vivant, on voulait lire toutes les lettres de génétique de notre génome. Et lire, bien sûr, on l'a cité ce matin, pour comprendre. Et bien sûr, ce qui en découle aussi, c'est pour agir. D'accord ? Mais ce séquençage, enfin ce programme de séquençage du génome humain, ce programme qui s'appelait HUGO, Human Genome, et puis qui était Human Genome Project, qui était organisé par la Human Genome Organization, eh bien, a été un formidable catalyseur au niveau scientifique, méthodologique, pour le séquençage des génomes. Ça a permis de développer des machines absolument ahurissantes. Donc en 1980, vers les années 1985, il y a eu les premières propositions pour ce projet, et puis un projet qui a été lancé pour un plan d'une quinzaine d'années, et avec, au cours du temps, une concurrence entre programmes privés et programmes publics, avec un programme qui était en route dans une compagnie privée qui avançait beaucoup plus vite que le projet financé par les établissements publics. Toujours est-il qu'en l'an 2000, il y a eu une première conférence de presse pour annoncer que, voilà, on avait commencé, presque achevé, la connaissance du génome humain. Et ça a été une conférence de presse entre Tony Blair est intervenu avec Bill Clinton. Et Bill Clinton a commencé ce 6 juin 2000 son intervention en citant la chose suivante: « Aujourd'hui, nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie. » En reconnaissant quand même qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans le fait que nous autres, êtres humains, nous sommes codés, entre guillemets codés, d'une façon relativement simple. Tout repose sur 4 lettres. Des lacets de chaussures, avec des mots de 3 lettres. Et un système on et off pour allumer et éteindre les gènes. Avec une concentration et une densité d'informations à l'intérieur des cellules qui est absolument ahurissante et qui fait rougir d'envie, de jalousie, les informaticiens aujourd'hui et les électroniciens. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de recherches sont menées dans la direction que l'ADN pourrait être l'avenir, ou est carrément, c'est l'avenir, pour le stockage des données. En 2012, un premier livre de 53 000 caractères a été encodé sous la forme d'ADN, avec quelques images. Ça a été fait à la Harvard Medical School avec l'Institut Wyss. Et donc, on trouve pourquoi ça peut être l'avenir. Eh bien, ce serait une solution pour répondre à la problématique de l'espace, de volume, de tous les livres qui s'accumulent dans les différentes bibliothèques autour du monde. Et même si on commence à numériser les choses, un disque dur ou les systèmes de stockage de l'information sous forme informatique, ça n'est pas très perfectionné par rapport à la perfection, à la densité d'informations que l'on peut avoir au niveau de l'ADN. Donc une première chose qu'on a apprise avec l'ADN, c'est que on pourrait l'utiliser pour stocker de l'information, tellement c'est bien fait. Tellement c'est bien fait. Deuxième chose qui s'est passée avec ce projet de génome humain, c'est le fait que finalement, ça a amené des avancées technologiques. Et bien sûr, un projet qui au départ a coûté plusieurs milliards de dollars, le projet de déchiffrage du génome humain, c'était de l'ordre de 3 milliards de dollars. Le projet, quelques années après, auquel j'ai participé pour déchiffrer le génome bovin, a lui coûté 53 millions de dollars à l'époque. Et on voit au cours du temps, depuis le lancement du projet, qui était dans les milieux des années 85, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, des projets de ce type sont devenus de plus en plus bon marché. Jusqu'au début de cette année, une compagnie en particulier a annoncé le lancement d'une machine qui permettrait de réaliser le séquençage d'un génome complet, comme celui de l'homme, pour moins de 1 000 $, et puis surtout, en moins de 27 heures.
Et bien sûr, la technologie ne va pas s'arrêter là, les progrès techniques ne vont pas s'arrêter là, puisque maintenant, on commence déjà à entrevoir aussi des systèmes qui pourraient tenir dans la paume d'une main et que l'on pourrait mettre maintenant pour séquencer le génome ou les génomes dans le port USB de son ordinateur. Voilà juste pour vous donner un petit peu de l'état où nous en sommes au niveau de la génétique, de la génomique. Alors bien sûr, depuis ce temps-là, beaucoup de génomes ont été séquencés. Beaucoup. Sans que l'on puisse vraiment comprendre exactement, même pour l'homme. Alors, ce que l'on s'est aperçu quand même, quelques enseignements, et rapidement, même si ce n'est pas l'objet de notre exposé ce matin, ou de mon exposé ce matin, quelques enseignements qui sont riches et intéressants de noter, c'est que finalement, par ces différents projets de séquençage du génome humain et les projets qui ont suivi, vous savez, pendant longtemps, on s'est dit 3 milliards de lettres génétiques dans le génome humain, on pensait qu'il y en avait 3 à 5% qui servaient vraiment à quelque chose, et tout le reste, 95 à 97%, ça devait être ce qu'on appelait de l'ADN poubelle, qui avait dû être là, accumulé au cours du temps. Ben oui, puisque apparemment, ce qu'on nous dit, c'est que l'évolution aurait duré plusieurs millions d'années. Donc, au cours du temps, on aurait accumulé de l'ADN qui ne servait à plus rien du tout. Eh bien, une découverte qui a été faite, c'est que finalement, on s'est aperçu que des 95% de l'ADN que l'on croyait codé pour rien du tout, eh bien, on a au moins 80-85% de cet ADN qu'il ne faut pas appeler ADN poubelle, mais qui agissent eux-mêmes, à un moment donné, comme des petits interrupteurs pour tourner on ou off certaines choses qui devraient se passer ou ne pas se passer au niveau du génome et de la façon dont le livre de recettes du vivant est lu et ensuite traduit pour qu'il y ait une protéine qui soit fabriquée, ou plusieurs protéines qui soient fabriquées. Donc, ce titre très révélateur, les généticiens sortent l'ADN de la poubelle. Et on s'est aperçu que finalement, ce que l'on croyait être vrai à un moment donné, s'est avéré complètement faux. Et qu'il faut revoir maintenant toute cette connaissance. On s'est aussi aperçu que finalement, en partant de la même information génétique, mais ça vous le savez déjà, on l'a vu en introduction, en partant de la même information génétique, vous avez dans un cas une chenille et un papillon. Il n'y a pas de modification ou de manipulation génétique entre une chenille et un papillon. C'est le même encyclopédie du vivant, mais qui, grâce à un programme de lecture particulier, dans un cas, va donner une chenille, et dans un autre cas, à un autre moment de la vie, va donner un papillon. C'est vous dire si les choses que l'on pensait être très simples au niveau de l'ADN, comme des recettes de cuisine, s'avèrent beaucoup plus complexes, et qu'il y a un jeu d'interaction entre ce qui est allumé et éteint, qui est très pointu. Donc c'est un autre enseignement, mais ce n'est pas non plus mon propos aujourd'hui. Une autre chose qu'il est quand même succulente de mentionner, c'est certains se demandent quand même si nous n'allons pas devenir débiles. Peut-être des fois on l'est déjà, mais bon. Et oui, pourquoi ? Eh bien parce que, je ne vous lis pas tout l'article, mais on découvre des variants génétiques défavorables, enfin vous voyez des anomalies génétiques, on vous en parle tout le temps. Et de plus, en fin d'année, en général, à l'époque du Téléthon, on vous sert une bonne dose de ça. Donc, les variants génétiques défavorables s'accumulent dans le génome humain. Cette accumulation récente est déjà perceptible, et puis donc on cite une revue Nature, fin novembre 2012, qui révèle que 80% des variants génétiques délétères dans l'espèce humaine sont apparus depuis 5000 à 10 000 ans. Et de citer qu'au cours du temps, on accumule donc ces variants délétères, et donc on a l'impression de passer non plus d'un état qui serait moins bon à un état meilleur, non plus d'un état qui irait vers le plus élevé, mais vers un état qui est de plus en plus dégénéré par rapport à l'état antérieur. Et ça remet en cause quand même pas mal de choses que l'on croit être vraies. Il faut que j'avance. Une autre chose qui est mise à mal par tout ce qu'on observe au niveau du génome, on vous parle souvent de la similarité homme-chimpanzé. La preuve que, finalement, il y a eu évolution, c'est qu'on voit très bien qu'il y aurait 6 millions d'années, l'homme et le chimpanzé auraient eu un ancêtre commun. C'est ce qu'on nous dit, d'accord ? En quelque sorte.
Et puis, on apporte pour preuve, eh bien, si vous comparez l'ADN du chimpanzé et de l'homme, on vous dit qu'il est semblable à 98 ou 99%. D'accord? C'est ce que les médias vous disent aujourd'hui. Eh bien, si vous lisez certains articles, ici cités, il est clair maintenant que les différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé sont plus étendues que ce que l'on pensait précédemment. Leurs génomes ne sont pas identiques à 98 ou 99%. Et si, aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, des bases de données publiques, vous allez reprendre les informations qui sont publiées par certaines personnes dans des bases de données, de séquences, et vous refaites les travaux, c'est ce qu'a fait un collègue, Jeff Tompkins, l'année dernière, et vous comparez chromosome par chromosome la séquence de l'homme et la séquence du chimpanzé, vous allez percevoir que finalement, ce qui est annoncé dans les journaux, qui est de l'ordre de 98-99%, eh bien, on est bien loin du compte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été biaisées au niveau des études. Et on est beaucoup plus à un ordre de 70, environ 70%, avec même pour le chromosome Y, un petit peu plus de 40%. Donc si l'on vous dit que la preuve qu'on aurait eu un ancêtre commun avec le singe, c'est qu'on partage 98% ou 99% de son génome, c'est pas vrai. Les données sont fausses. Alors venons-en vraiment au cœur de notre sujet. Parce que toutes ces connaissances, finalement, avec cette accumulation de données, avec cette capacité de connaître le génome de n'importe quel individu de façon rapide et de façon relativement peu onéreuse, eh bien, ça ouvre des perspectives. Et oui, le coût du séquençage dans la dernière décade a été divisé à peu près par 3 millions. Le premier génome, donc, il a fallu 13 ans pour le produire, 22 000 chercheurs, 3 milliards de dollars, je vous l'ai cité. Demain, aujourd'hui, on en est à peu près à 1 000 $ le génome. Demain, on peut très bien imaginer, et ça va venir, qu'on pourra déchiffrer, enfin, on pourra lire la séquence d'un génome en quelques heures pour environ une centaine de dollars. Et aujourd'hui, il y a à peu près des données sur 1 million d'humains dont l'ADN a été séquencé tout ou en partie. Pas forcément tout, mais en partie. Mais ça permet de découvrir des choses qui laissent envisager des perspectives, entre guillemets, on a cité tout à l'heure Frankenstein, à la Frankenstein. Il y a aujourd'hui, dans le milieu scientifique, de la génétique, mais aussi parmi les firmes, les grandes firmes qui font du médicament ou autre, de la santé humaine au niveau international, il y a une certaine ruée vers l'or génomique. Tout ce qui touche à la génétique. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien qu'on aurait moyen d'améliorer la santé humaine. Parce qu'on commence à aborder de façon plus précise les causes de certaines maladies. On les identifie mieux. On pourrait traiter ou commencer à traiter, apporter des solutions pour les anomalies génétiques. On peut commencer à entrevoir une certaine pharmacogénomique ou pharmacogénétique, avec bien sûr des intérêts financiers considérables. Alors, pharmacogénomique, ce serait pouvoir apporter le bon médicament au bon moment, au bon patient. Et tout cela simplement sur la connaissance de son génome. Alors, je vous cite un exemple. Dans le cas de traitement de l'hépatite C, ce qui a été découvert, c'est que pour un gène qui s'appelle IL-28B, donc une des recettes de cuisine, une des 25 à 30 000 recettes de cuisine que vous avez dans votre encyclopédie du vivant, eh bien, certaines variations du gène, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas deux personnes qui sont identiques, il y a certaines personnes qui ont des petites différences au niveau des lettres pour ce gène. Et donc, certaines variations du gène produisent une réaction immunitaire plus forte que d'autres. Donc, certaines personnes réagiraient mieux que d'autres. D'accord? Ça veut dire que si l'on décide de démarrer un traitement pour une personne atteinte d'hépatite C à un moment donné, on aurait tout intérêt à aller voir ce qui est écrit au niveau de son gène IL-28B et de voir si ce qui est écrit va provoquer une réaction immunitaire plus forte par rapport à ce qu'on pense, par rapport à un autre variant. Et donc, si la réaction est plus forte, eh bien, on va chercher
à optimiser la réponse thérapeutique en lui administrant peut-être moins de médicaments ou moins de la substance active. La même chose au niveau de la prédisposition au cancer. Il y a des anomalies génétiques, donc on pourrait dire des fautes d'orthographe sur certains gènes, certaines recettes de cuisine, qui sont systématiquement retrouvées au niveau des cellules tumorales. Et donc on s'aperçoit que finalement, eh bien oui, ça doit être une transformation de la cellule normale. À un moment donné, une erreur qui vient s'insérer dans cette cellule va faire qu'il y a un emballage de la division cellulaire, va faire que le système correctif, il y a un système orthographique, de correction orthographique et grammaticale dans une cellule qui existe pour votre code génétique, pour votre encyclopédie du vivant, et bien d'un seul coup, par une erreur de lecture, ce système de correction orthographique va mal fonctionner, ce qui va entraîner des petites erreurs. Et donc ça va faire un dysfonctionnement au niveau de la cellule, qui va s'emballer et qui ne va pas faire ce qu'elle doit faire. Et donc c'est ce qu'on appelle justement les mutations, qui vont rendre une cellule, qui vont faire passer justement une cellule de l'état normal à une cellule tumorale. Alors il y a différentes causes à cela, hein. Il peut y avoir des agents chimiques qui vont induire des mutations, des radiations avec l'âge, et oui, on n'a plus 20 ans, et puis l'alimentation peut aussi jouer un rôle, le tabagisme, etc. Mais on s'aperçoit aussi qu'il existe des prédispositions génétiques donc, qui sont présentes dès la naissance. Dès la naissance, si on va lire l'information sur certains gènes, certaines personnes sont porteurs d'une forme qui aurait une erreur, une faute d'orthographe dessus, par rapport à d'autres qui n'auraient pas de faute d'orthographe. Et donc, on a des individus, et moi-même, je suis porteur de tares génétiques, certainement. On est tous porteurs de tares génétiques. Il n'y en a pas un qui échappe à cela. L'individu est porteur d'une mutation directement impliquée dans le développement des tumeurs. Il y a des cas particuliers comme ça. Et donc, on pourrait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est le cas, notamment, vous en entendez parler dans les médias, du cancer du sein ou de l'ovaire. C'est que 5 à 10% des tumeurs, donc pour le cancer du sein ou de l'ovaire, sont liées à une prédisposition génétique au niveau de différents gènes, et notamment ces deux gènes que je vous cite là, BRCA1, BRCA2. Si ces gènes sont mutés, c'est-à-dire s'ils ont une petite faute d'orthographe dans ce gène, eh bien vous avez dans un cas, le cas du cancer du sein, le risque de contracter un cancer du sein serait de 50 à 80%, contre 10% dans la population générale en moyenne, et dans le cas du cancer de l'ovaire, de 15 à 40, contre 1,4% dans le reste de la population. Donc vous voyez, suivant certaines lettres génétiques que vous auriez sur votre recette de cuisine de BRCA1 ou BRCA2, vous avez un risque de contracter le cancer du sein, de l'ovaire, ou même, c'est le cas cancer colorectal pour d'autres gènes, vous avez un risque plus élevé que la moyenne de la population. D'accord ? Et donc, à partir du moment où vous avez découvert ça, bien sûr, ce qui en découle directement, c'est que l'on a un intérêt croissant pour effectuer des tests génétiques. C'est-à-dire pour aller lire, mais tiens, quelle est la forme que vous avez ou que j'ai au niveau de MSH2 ou MLH1 ? Est-ce que j'ai un risque accru de contracter un cancer colorectal avant l'âge de 70 ans ? Et donc, les protocoles sont relativement simples pour effectuer ces tests génétiques. Vous pouvez les faire vous-même, chez vous à la maison. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, il y a des firmes qui proposent cela, vous donnez vos coordonnées, votre adresse, vous demandez à recevoir un kit de prélèvement, vous allez effectuer un petit prélèvement de salive avec un espèce de gros coton-tige que vous effectuez donc dans la bouche, et puis vous envoyez ça au laboratoire qui va tester ensuite à partir de votre prélèvement de salive et qui vous permettra, 3 semaines, 1 mois après, d'avoir vos résultats
en ligne. Avec en plus une mise à jour mensuelle, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, mais on va lire des informations à partir de, ils lisent bien sûr à partir de votre ADN, ils vont lire des informations, mais si demain on a une nouvelle découverte qui permet d'avoir autre chose, eh bien grâce à nos mises à jour mensuelles, une nouvelle découverte, on ira aussi l'interpréter pour vous. Dans votre cas, avec l'ADN, enfin avec les informations qu'on a lues sur votre ADN. Et donc ça permet de connaître, par exemple, ce qu'on vous propose, vos ancêtres et également des caractéristiques sur votre santé actuelle et votre santé future. Ça, c'est déjà aujourd'hui. Et donc, on vous propose, par exemple, de vous tester et de dire finalement la quantité de variation que vous partagez avec quelle population au niveau mondial. Et même de vous dire quel pourcentage d'ADN vous partagez avec Néandertal, puisque tous, on a à peu près, on nous dit 3 à 4% d'ADN qui seraient des restes de Néandertal. Bon. Donc, de façon plus sérieuse, vous avez ici, ça, ce sont des captures d'écran que j'ai faites. Je me suis créé un compte, je ne me suis pas testé encore. Mais on nous propose, par exemple, de nous tester sur les performances musculaires. La calvitie, là, je pense que je n'ai pas besoin de me tester, je le vois directement, d'accord ? La couleur des yeux, la façon dont je suis sensible à l'alcool. Ensuite, ça peut être aussi fumeur ou non fumeur, résistant. Il y a des choses sur le poids de naissance. Tiens. Ensuite, mon comportement vis-à-vis du tabac. Enfin, ça peut être des choses assez intéressantes au niveau simplement caractéristique globale, mais ça va un pas plus loin. C'est-à-dire que ça va vous donner aussi, par exemple, cancer du sein. Ça va vous donner votre pourcentage de risque par rapport à la moyenne de risque de la population. Mélanome, donc cancer de la peau, diabète de type 1, maladie cœliaque, maladie de Crohn, etc. Là aussi, ça va vous dire, et ça va vous afficher en vert, pour vous dire, ah bien, vous avez un risque qui est inférieur à la moyenne de la population. Le revers de la médaille, c'est que bien sûr, vous avez une autre page de caractères pour lesquels vous avez un risque élevé, plus élevé que la moyenne de la population. D'accord ? Et pas de chance, maladie d'Alzheimer, moyenne de la population, c'est 7% de contracter la maladie d'Alzheimer. Votre risque serait de 14,1%, donc 1,98% de plus que 1 fois 98, la moyenne nationale ou générale. Cancer colorectal, etc., etc. Donc vous voyez, et ensuite vous pouvez bien sûr faire compiler tous les résultats et avoir votre état de santé général et de vous mettre justement là où vous avez un risque beaucoup plus élevé, là où vous devez faire un petit peu attention, la réponse éventuelle à certains médicaments, et puis là où vous êtes porteur de certaines anomalies génétiques. Donc un résumé succinct de votre état de santé. Et ça, ce n'est pas pour demain. Ça, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui, sur la base de toutes les connaissances qui ont été accumulées ces dernières années au niveau de la génétique, au niveau du décodage des génomes. Alors, on va revenir sur les questions que ça pose. Mais on va aller un pas plus loin parce qu'aujourd'hui, on va aussi, enfin pas moi, mais certains vont un pas plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains se proposent de séquencer le génome d'un fœtus. Et ça a été réalisé, ça a été publié dans des revues scientifiques, où finalement, sans prélever des cellules de fœtus, donc aucune amniosynthèse, simplement en faisant des prélèvements de sang de la mère durant la grossesse, et notamment à la 18e semaine de grossesse, et en prélevant des échantillons de salive chez le père, puisque vous savez qu'en génétique, vous recevez quelque chose de votre père et de votre mère, eh bien, ces deux prélèvements ont permis
de lire assez d'informations pour séquencer le génome du fœtus. Puisqu'en plus de l'ADN du père et de la mère, dans le sang de la mère, il y a de l'ADN du fœtus qui est présent. Donc on peut récupérer et aller lire de l'ADN du fœtus. Et donc une application directe que l'on voit et qui commence à poindre son nez aujourd'hui, c'est d'évaluer les risques de maladies génétiques dues à un seul gène chez le fœtus par des tests non invasifs, donc plus besoin d'amyosynthèse, va-t-on vous dire, et donc remplacer ces techniques risquées que sont l'amyosynthèse et le prélèvement des villosités choriales. Et donc, il y a environ 3000 maladies génétiques de ce type qui sont connues aujourd'hui. Elles affectent à peu près 1% des naissances. La plupart de ces maladies sont dues à des petites mutations génétiques difficiles à déceler. Alors même si on nous dit que la méthode doit être encore peaufinée, une détection exhaustive des maladies dues à un seul gène chez le fœtus devrait être réalisable d'ici quelques années. Ça a été aussi démontré que finalement cette technique-là, donc prélever simplement du sang de la maman alors qu'elle est, durant la grossesse, ça permet notamment de détecter les trisomies 21, les trisomies 18, simplement à partir d'ADN du fœtus qui circule dans le sang maternel. Et donc de détecter, mais bien sûr, de détecter pour pouvoir agir et proposer des solutions. À court terme, le séquençage de l'ADN du futur bébé est révolutionnaire. Il est possible de réaliser un bilan génomique complet du fœtus à partir d'une prise de sang chez la future mère. Cette technique va étendre le champ de l'eugénisme intellectuel que l'État promeut déjà avec le dépistage de la trisomie 21. 97% des trisomiques dépistées sont avortées. Puis, dès 2025, les thérapies géniques nous permettront de corriger les mutations génétiques qui menacent notre fonctionnement cérébral. Donc, vous voyez dans quelle perspective nous nous plaçons aujourd'hui. Nous sommes devant des choses très graves. Nous avons maintenant, les scientifiques, les généticiens, se sont mis à développer des outils qui permettent un diagnostic, un test, ça s'appelle NIPD ou NIPT, un test prénatal non invasif qui permet un diagnostic prénatal non invasif. Et donc, ces tests-là sont déjà proposés aussi sur Internet. On va aller un pas plus loin. Toujours sur ce qui se fait aujourd'hui. Vous connaissez le prix Nobel de médecine en 2010. Il avait été décerné à Edwards pour tous ses travaux sur la mise au point de la fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro répondait à ce qui était longtemps considéré comme une fatalité, qui était la stérilité. Donc on a dit que cette fatalité de la stérilité a été partiellement ou en partie vaincue en 1978 avec toute cette technologie médicale inédite, et notamment la naissance de Louise Brown, le premier bébé éprouvette. Donc une fécondation in vitro, sans revenir dans les détails, vous pouvez maintenant vous imaginer qu'avec les connaissances qui sont présentes au niveau génétique, vous pouvez combiner les deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez faire un test pré-implantatoire au cours de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est déjà utilisé depuis de nombreuses années chez les animaux et chez l'être humain, puisqu'on a vu 78. Ça pose des problèmes. Je ne suis pas du tout en faveur de la fécondation in vitro, il ne faut pas me mécomprendre ce matin. Simplement, j'aimerais souligner ce qui, aujourd'hui, va être une plus grande dérive encore que simplement les embryons surnuméraires. C'est le diagnostic pré-implantatoire. Le diagnostic pré-implantatoire va permettre de différencier les embryons, par exemple, atteints d'une maladie génétique de ceux porteurs sains ou indemnes. Donc d'effectuer des tests qui vont, entre guillemets, faire le tri entre les embryons avant qu'ils soient réimplantés. Et ça vient. Donc simplement, lors
lors de la fécondation in vitro, vous allez effectuer de la fécondation in vitro, et l'embryon, à partir du moment où il commencera à se diviser, entre le 3e et le 5e jour, vous allez prélever une cellule, et sur cette cellule, comme elle contient le génome de l'embryon, l'encyclopédie du vivant de l'embryon, vous allez aller lire en laboratoire ce qui est écrit dessus, à certaines positions très précises, et vous allez en tirer des conclusions. Et ensuite, vous allez réimplanter que ce que vous voudrez bien voir réimplanté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos pays, on a quelques règles d'éthique encore présentes. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, même si dans notre pays, les règles d'éthique commencent à être sérieusement malmenées. Mais savez-vous que les cliniques américaines spécialisées dans la stérilité, donc dans tout ce qui est fécondation in vitro, proposent dès à présent un test, un diagnostic pré-implantatoire qui offre la possibilité aux couples de choisir le sexe de leurs enfants. Donc la question est posée pour un diagnostic préimplantatoire, garçon ou fille. Et notamment, une des cliniques qui fait le plus parler d'elle, c'est la clinique de Jeff Steinberg. Il a 2 cliniques, et notamment une à Manhattan. Et donc le docteur Jeff Steinberg, directeur d'une clinique de Manhattan, spécialisée dans la fécondation in vitro, déclare qu'il lui sera possible d'ici 6 mois de proposer à ses clients de véritables bébés sur mesure. Voulez-vous qu'il ait les yeux verts, les cheveux châtains, la peau mate? C'est à ce type de questions que seront amenés à répondre les futurs parents qui auront donc le choix de définir le profil rêvé de leur enfant. Sa technique est simple. Le médecin effectue une fécondation in vitro d'embryons qu'il soumet à des tests ADN. Si les résultats révèlent le profil demandé par les parents, l'embryon sera alors implanté. Pour lui, c'est juste une question de médecine esthétique. Médecine esthétique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une étude actuellement qui est en cours en Chine. Et pour ce faire, l'institut qui mène cette enquête a collecté au niveau mondial à peu près 2000 personnes qui ont été choisies sur des critères bien précis. Et ces critères bien précis, c'est que ces personnes devaient être caractérisées par un QI supérieur d'au moins 15 points à la moyenne mondiale. Donc, on choisissait, ou ont été choisis pour cette étude, ces 2000 personnes, clairement sur ce que l'on définit aujourd'hui par la valeur du QI comme étant intelligence. Et donc, par cette étude, cet institut en Chine espère identifier des gènes qui seraient directement liés à l'intelligence. Alors maintenant, vous pouvez, si ce projet aboutit, et ils sont en train d'analyser pas mal de données actuellement, bien sûr, ils les comparent, ces 2000 personnes, à 4000 autres personnes qui sont moyennes de la population. Et donc, ils vont voir où sont les différences. Et est-ce que ces différences ne pourraient pas être des gènes impliqués dans l'intelligence? S'ensuit l'étape juste après, que l'on l'a vu sur les diapositives d'avant, qui serait de pouvoir implanter ça dans des tests via la fécondation in vitro. Et certains de nous dire, même maintenant, mais vous savez, il faut réfléchir à l'avenir, et la façon dont on conçoit les bébés aujourd'hui, ou dans le passé, ce ne sera plus la même à l'avenir. D'ici 2050, tous les bébés, tous les enfants qui naîtront seront conçus in vitro, en laboratoire, et auront donc passé une étape de sélection. L'homme prisonnier de son génome, si on en arrive là, alors oui, on sera directement, ou nos enfants seraient directement prisonniers de la petite lettre ou des quelques lettres génétiques qu'ils auraient ou n'auraient pas eues sur certains gènes. Et donc, les porteurs d'une 3e copie du chromosome 21 ne seraient à l'avenir
plus autorisés à vivre. Voilà dans quel contexte nous nous situons. On matérialise l'être humain, on matérialise l'embryon. Et la grande question qui se pose, mais la législation arrive-t-elle à suivre le rythme des avancées scientifiques? Lorsqu'on a, via ces tests génétiques qui sont proposés maintenant à tous, tout le monde peut avoir accès à ces tests, puisque vous pouvez le faire chez vous via Internet. Eh bien, vous pouvez vous demander, mais si je découvre quelque chose sur la base de ces tests, est-ce que ça ne peut pas servir à quelqu'un au niveau de l'embauche, au niveau des assurances, au niveau des banques? Et puis finalement, à qui va appartenir mon ADN? Ah, puis là, j'ai fait l'erreur de ma vie, j'ai laissé de l'ADN sur la planche, là. Donc tout à l'heure, quelqu'un dans la salle va pouvoir venir et prélever un petit peu de mon ADN et le faire analyser dans un laboratoire. Et oui, des traces d'ADN, vous en laissez partout. Partout, vous avez laissé quelques cellules mortes ou quelques traces d'ADN. Alors, sans tomber dans la paranoïa, on peut quand même s'interroger sur l'avenir que nous réserve cette génétique-là. Et certains de nous dire, mais vous savez, il n'est pas exclu qu'un super-homme apparaisse sur Terre d'ici à quelques millions d'années. Les essais de clonage sur les hommes vont maintenant arriver très vite. Demain, nous améliorerons aussi sans doute les performances de notre corps, de notre cerveau, en y greffant des puces. Vive l'homme bionique. Tout à l'heure, nous avons parlé de être comme des dieux. Eh bien, Science et Avenir, il y a quelques années, la chose suivante, nous sommes entrés dans un système qui poursuit les chimères de la vie éternelle, de la beauté et de l'homme parfait. De l'homme parfait. Il y a un article qui est sorti en fin d'année dernière qui citait justement que dès les années 2018, le bricolage de nos chromosomes deviendra possible. La modification de l'ADN sera même une chose banale dans la prochaine décennie. Ces technologies nous offrent donc une explosion de notre capacité à changer notre nature et donc à faire reculer la mort. Vous vous rappelez la citation de Jean-François Mattei? Faire reculer la mort. Et tout à l'heure, les chimères de la vie éternelle, de la beauté et de l'homme parfait. Voilà ce que l'homme recherche finalement encore aujourd'hui. Il court après le temps passé et après quelque chose qui s'est complètement dégradé avec l'entrée du péché dans ce monde. Et vous savez, c'est difficile de prédire ce qu'il va se passer d'ici les 2 à 5 prochaines années. On voit certaines choses arriver. Une chose est sûre, c'est qu'on a une accélération de l'innovation sur la base des découvertes scientifiques, l'innovation technique, et que finalement, la phrase que Jacques Testard prononçait il y a quelques années est terriblement vraie. L'innovation est une sorte de machine infernale qui développe en spirale ses propres justifications. Et oui, on va toujours réussir à justifier à l'opinion publique qu'il faudrait faire ça plutôt qu'autre chose. Que finalement, le diagnostic préimplantatoire, c'est bien parce que ça permet d'éviter, et puis on va vous montrer des photos absolument désastreuses. Chargaff disait la chose suivante à propos justement de toute cette science qui commence à toucher à l'ADN. J'ai l'impression que la science a franchi une barrière qui aurait dû rester inviolée. C'est vrai que des fois on peut s'interroger. Ce progrès technique nous amène aujourd'hui dans ce qui nous semble, c'est même plus une impasse. C'est même plus une impasse. C'est terrifiant. On va avoir une médecine personnalisée. On va vous proposer ça. Avec les progrès technologiques d'aujourd'hui, le généraliste pourra même à l'avenir avoir son petit séquenceur d'ADN dans son cabinet. Et donc utiliser des informations du génome, bien sûr, pour obtenir des avancées spectaculaires, ça va permettre de réels bouleversements sociaux, mais est-ce que ça constitue un réel progrès? Est-ce que ça constitue un réel progrès? Et surtout, doit-on laisser la science et cette technique se développer sans lien avec une réflexion éthique, qui aurait lieu au préalable, pas a posteriori?
Alors je dirais, tout dépend de la façon dont on voit l'être humain. Vous savez, pour certains, nous sommes des machines à survie, des robots programmés à l'aveugle pour préserver les molécules égoïstes connues sous le nom de gènes. Il s'agit d'une vérité qui me remplit encore d'étonnement, disait Richard Dawkins. Ou d'autres, un anthropologue, j'assistais une fois à un cours il y a quelques années, un anthropologue qui parlait de l'homme comme cette chose inattendue apparue au cours de l'évolution. On réduit l'homme simplement uniquement de la matière. Uniquement de la matière. Et donc, ça nous conduit, si on réduit l'homme uniquement à de la matière, ça nous conduit à une conception purement mécaniste de l'humanité. Ça ouvre bien sûr, et on l'a déjà cité ce matin, le chemin de la maîtrise de soi. On croit être devenus des dieux. On nous dit même, les guerres et les conflits entre les hommes ont pour origine un dysfonctionnement du cerveau humain. Si nous parvenons à comprendre comment fonctionne le cerveau, nous pouvons apporter la paix au monde. Puis alors, ça nous conduit à croire, bien sûr, au pur hasard, à la loterie de la vie. Ça conduit aussi à un fatalisme pessimiste, parce que finalement, si vous n'avez pas la bonne combinaison des variants génétiques dans votre génome, eh bien, vous êtes pris au piège, des forces aveugles, cachées, mais inexorables, de la génétique et de la biologie. Et vous êtes prisonnier de votre génome, si vous allez dans cette direction-là. Et nous nous trouvons bien aujourd'hui, avec cette question, devant deux visions du monde complètement différentes et qui s'affrontent. Il y a la vision présentée par le modèle évolutionniste et puis la vision présentée par la Sainte Bible. Pour les évolutionnistes, l'univers apparaît à partir de rien. La vie se développe à partir de molécules via des processus naturels et puis il y a une évolution au cours de longues périodes de temps, sur des millions d'années. Alors que la Bible est claire. Au commencement, Dieu créa la vie, Dieu créa les formes de vie selon leur type. Et donc, s'il y a deux visions du monde différentes, il y a aussi une vision radicalement différente de ce qu'est la vie. La vie n'est pas un processus purement matérialiste. Pour ce qui en ressort dans toutes les pages de la Bible, la vie est un don de Dieu. La vie n'est pas une étape évolutive sans objectif ni sens, mais la vie est un moment conduit par le Dieu Tout-Puissant pour un objectif et un sens. Ce n'est pas nous sommes les dieux, nous seuls ferons les lois, mais la vie nous est donnée avec un mode d'emploi qu'il est important de suivre. Et donc, si nous nous plaçons devant cette vision différente de la vie, nous allons pouvoir répondre à certaines questions très importantes aujourd'hui. Par exemple, l'embryon. S'agit-il de quelques cellules indifférenciées, d'un gisement de cellules souches qu'on pourrait utiliser à loisir, d'une galaxie d'atomes, ou d'un homme en devenir, et donc la vie, d'un don de Dieu? Cet embryon n'a-t-il le droit de vivre que si d'autres personnes le décident? La question est bien de la façon dont chacun de nous répondons à la question. Et chacun de nos contemporains répond à la question, mais qui suis-je? Si je suis de la poussière d'étoiles qui s'est judicieusement regroupée par hasard en dépit des lois fondamentales de la thermodynamique, en faisant exploser les calculs de probabilité, si je suis un lointain descendant de protozoaires, si je suis un cousin éloigné des grands singes, je vais avoir une approche et une utilisation de la génétique et des informations de mon génome complètement différente que si je me vois en tant que créature de Dieu, conçue d'une étrange et merveilleuse manière, faisant partie d'un plan précis, ayant devant elle un choix capital qui peut déboucher sur une relation avec son Créateur, sur la découverte de la joie, de la paix, du bonheur. Et donc j'aimerais terminer juste dans les 2 minutes qui me restent en rappelant des points essentiels du message biblique, qui sont tellement vrais quand on se pose la question, mais l'homme est-il prisonnier ou deviendra-t-il prisonnier de son génome? Eh bien, il est essentiel de voir et d'affirmer et de partager avec nos contemporains aujourd'hui que la vie, c'est un don de Dieu. Que la vie, en tant que don de Dieu, il faut donc un respect de la vie. Mais que ça ne suffit pas.
qu'il y a aussi un respect et un amour du prochain à avoir. Que finalement, ce n'est pas aujourd'hui encore, nous ferons les lois, non, mais que les règles de conduite sont données par le Créateur lui-même. Et que nous devons assumer, puisqu'elle nous est donnée aujourd'hui, assumer la responsabilité que le Créateur nous a confiée, être des vrais écologistes. Des vrais, je le souligne. C'est-à-dire gérer notre planète, ses ressources, sa diversité biologique, en accord avec le plan divin qui nous est donné et le mode d'emploi qui nous est donné. Et donc, nous aurons ainsi, non pas une morale de situation qui va changer au cours du temps et qui va me dire, eh bien, si je pense que c'est bon aujourd'hui pour moi ou pour mes prochains ou pour mes semblables, je vais l'appliquer. Non. Mais nous aurons une morale absolue qui sera fixée sur un absolu, qui est le mode d'emploi que le Créateur nous a donné à travers la parole de Dieu inspirée. Voilà comment nous devons aborder ces questions aujourd'hui. Et donc pour nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à accepter les lignes directrices, les principes de base présents dans la Sainte Bible? Vous savez, toutes les prétentions humaines à la grandeur, je ne suis pas historien, mais bon, toutes les prétentions humaines à la grandeur se sont terminées dans un désastre. Donc, ne répétons pas les mêmes erreurs avec les biotechnologies modernes. La question que je vous pose et que je me pose aujourd'hui, suis-je prêt à assumer ma tâche dans le souci d'être, à mon niveau, un gérant responsable devant Dieu? Merci de votre attention.